Donc, nous entendrons la communication de Geneviève Barabé qui s'intitule « Présentation d'un cadre de référence pour étudier l'exploitation et l'évolution de tâches mathématiques simples en classe ». À toi. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, Geneviève Barabé, je suis étudiante au doctorat à l'UQAM et également depuis 2017 conseillère pédagogique en mathématiques. Donc, aujourd'hui, je vous présente en fait mon cadre théorique, une portion de mon cadre théorique de thèse, en fait, avec quelques exemples pour l'illustrer, en fait. Avant de commencer, je n'irai pas dans le détail dans la problématique de la recherche, mais juste situer un peu quand même d'où ça sort, tout ça. Donc, initialement, au doctorat, j'agissais comme assistante de recherche dans un projet sur le calcul mental, mais aussi plus largement sur l'activité mathématique. Jérôme Proulx étant mon directeur de thèse, là, pour ceux qui le connaissent. Et là, à travers les séances, ce qui me questionnait, c'était de voir, par exemple, que des petites tâches simples, parce qu'elles devaient pouvoir se donner en calcul mental, en fait. Donc, que ces tâches simples-là pouvaient amener un travail mathématique que je trouvais riche. Puis je me disais, mon Dieu, comment ça se fait qu'on a passé 50 minutes sur une petite tâche comme ça? Il y a quelque chose à comprendre. Et là, je suis entrée au doctorat et j'ai commencé à faire différentes lectures sur l'enseignement par résolution de problèmes, l'activité mathématique et tout ça. Ces lectures-là sont en grande partie dans une portion de mon cadre de référence aujourd'hui, mais teintent aussi, en lien avec l'atelier de ce matin quand même, elles teintent aussi ma façon de travailler avec les enseignants avec qui je travaille comme conseillère pédagogique. Donc, en classe, comme conseillère pédagogique, ça m'est aussi arrivé, ce genre d'anecdote-là, où est-ce que j'allais en classe pour travailler, en fait, la multiplication de fractions avec des élèves. L'idée, c'était de voir ce qu'ils étaient capables de faire sans enseignement préalable. C'était des élèves de deuxième secondaire. Puis, comme amorce, si on veut, à la séance de classe, j'ai proposé un petit problème qui était sur l'addition de fractions. Donc, un problème tout simple, classique pour des élèves de secondaire 2. Là. Alice et Denis ont commandé 2 pizzas d'une même grandeur, une au fromage, l'autre au bacon. Alice a mangé 5/6, Denis en a mangé la moitié. Quelle quantité ils ont mangé en tout? Et là, au bout de 5 secondes, j'avais déjà plein de mains levées avec la réponse. Donc là, je leur demande qu'est-ce qu'ils ont fait. Là, ils me partagent leur stratégie là, que vous pouvez voir ici, c'est la première image, en multipliant par 3 pour avoir un dénominateur commun. Puis on arrive à 8/6 qui réduisent finalement à un entier et un tiers. Et là, je leur demande, OK, parfait, là, la classe semble s'entendre que c'est ça la réponse. Je leur demande s'ils peuvent le représenter. Alors là, il y a une première élève qui se lève, puis vient au tableau et me fait la deuxième image que vous voyez ici. Et elle me dit aussi que la réponse donne bien 1 et 1 tiers. Et là, il y a un autre élève qui dit, moi, j'ai une autre façon de le représenter. Alors là, il se lève et vient représenter de l'autre façon qu'on voit ici. Alors là, tout le monde s'entend que la réponse, c'est bien 1 et 1 tiers, jusqu'à ce qu'un élève lève sa main et il dit, moi, je pense que la réponse, c'est 8/12. Parce que, quand on regarde le schéma, surtout ici, parce qu'il y a 8 morceaux sur un total de 12 morceaux, donc c'est 8/12 la réponse. Et là, l'argument était suffisamment convaincant pour que tous les élèves soient d'accord avec 8/12. Alors là, je leur dis, vous êtes d'accord avec 8/12, mais vous étiez aussi d'accord avec 1 et 1 tiers tantôt. Alors là, ils me disent oui, qu'ils sont d'accord avec les 2 réponses. Là, je leur demande, c'est-tu des fractions équivalentes? Puis ils me disent, non. OK, qu'est-ce qui se passe alors? Et là, la classe s'est mise à chercher pendant un bon moment à proposer différentes choses. Puis, il y a eu un retour qui a été fait. Donc, je veux sans entrer trop dans les détails, là, il y a quand même une bonne activité mathématique qui s'est produite, puis ça a duré un bon 50 minutes finalement. Donc, on n'a comme pas vraiment eu le temps de passer à faire les autres tâches qui étaient proposées. Donc, la question un peu qui oriente mon travail de recherche doctorale, c'est à savoir comment des problèmes qui sont en apparence aussi simples peuvent faire pour provoquer une activité mathématique qui est riche. Qu'est-ce qui se passe? Quelles actions importantes sont posées? Quel rôle joue le problème?
Donc, je vous disais tantôt que je n'allais pas entrer dans les détails de la problématique en tant que telle, mais juste mentionner rapidement que la recherche, quand même, en didactique des maths, elle s'est longtemps intéressée à l'idée d'un bon problème pour la classe. Il y a même eu, par exemple, il n'y a pas si longtemps, en 2016, un colloque du groupe canadien qui portait sur la résolution de problèmes et où les chercheurs ont donné des caractéristiques de ce qui pourrait être un bon problème. Dernièrement, toutefois, il y a quand même plusieurs chercheurs qui sont questionnés sur cette notion-là de bon problème. Par exemple, dans ses travaux, Beghetto, il argumente, mais d'une façon assez radicale quand même, l'intérêt d'utiliser que des tâches simples en classe parce que ces tâches-là sont présentes dans les manuels et c'est plus facile pour les enseignants d'y avoir accès. Et lui, dans le fond, il propose de les exploiter pour faire entrer l'incertitude dans la classe de maths. Dans le colloque du groupe canadien que je vous parlais tout à l'heure aussi, les chercheurs avaient aussi souligné le fait qu'il y a des tâches plus simples qui peuvent devenir des bons problèmes si l'enseignant y apporte un petit twist ou s'il y a quelque chose qui se passe dans l'interaction dans la classe. Et en 2019, John Mason a aussi mentionné que ce n'est pas la tâche qui est riche, mais si la tâche est utilisée de façon riche en classe. Et pour ceux qui étaient à la présentation de Mme Choquet hier, elle était aussi dans cet avis-là, en fait, que des tâches simples pouvaient provoquer une activité intéressante. Mais ça n'en reste, ces affirmations-là, ils apparaissent raisonnables, mais il reste à mieux comprendre au plan de la recherche qu'est-ce qui peut se passer à travers l'exploitation de ces tâches-là, comment la tâche routinière, elle se transforme et elle peut évoluer en classe à travers les interactions, à travers l'exploitation. Ce qui m'amène en fait à mon cadre théorique. Ah, j'ai oublié de prendre le temps. J'ai oublié de me repartir mon cadran. Bon, excusez. Je voulais me gager, mais c'est pas grave. Il reste 14 minutes. Oui, c'est correct. OK, j'ai 6 minutes de fait. Parfait, merci. Donc, le cadre, en fait, il est basé sur deux plans, si on veut. Il est influencé par la théorie cognitive de l'inaction, que je vais utiliser, donc qui est une théorie biologique de la connaissance, et aussi sur les travaux de recherche que je vous ai mentionnés, que j'avais lus, là, sur l'enseignement par résolution de problèmes qui sont axés sur l'investigation mathématique. Et ces deux ancrages qui m'ont permis de développer un cadre de référence qui permet d'étudier l'évolution d'une tâche mathématique à travers son exploitation en classe. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous présenter seulement une portion de ce cadre-là parce que j'aurais vraiment manqué de temps aujourd'hui. Un petit mot avant, oui, c'est vrai, un petit mot avant, juste pour mentionner que mon cadre, en fait, une particularité, c'est qu'il s'intéresse à la collectivité. Donc, je vais prendre la classe en tant qu'unité d'analyse et je vous explique pourquoi. En fait, pour l'inaction, chaque action est un produit de l'interaction avec l'environnement. Et donc, l'action que quelqu'un met en avant, elle est tout autant attribuable à l'interaction qu'à l'individu. Donc, dans chaque action, il y a une contribution de l'environnement parce que l'individu n'est pas isolé de son environnement. Les actions qu'il met en avant, sont déclenchées par l'interaction. Je vais peut-être aller un peu plus vite sur cette portion-là, mais on pourra en rediscuter. L'idée, en fait, ce n'est pas d'enlever de l'importance aux actions mathématiques qui sont mises en avant par une personne en particulier, mais plutôt de tourner le regard vers le niveau auquel ces actions-là prennent place, et c'est au niveau de la collectivité. Oui, donc je vais y aller rapidement ici, mais on pourra en reparler comme je vous disais. Donc, pour étudier l'évolution d'une tâche, une des façons de faire, qui est une des deux portions que je vous parlais, c'est de regarder la nature de l'évolution. Et là, de ces deux cadres, de ces deux ancrages théoriques-là dans ma recherche doctorale, naît en fait ce cadre-là pour l'étudier. Donc, à partir d'une tâche mathématique initiale, on peut voir en fait une évolution que je qualifie d'implicite et une évolution que je vais qualifier d'explicite. Je vais vous parler un peu plus de l'évolution implicite pour commencer, puis je reviendrai à l'évolution explicite ensuite. Donc, l'évolution implicite d'une tâche, c'est à voir que la tâche initiale, elle va évoluer en se transformant à travers la résolution du problème, à travers les étapes qui vont être mises en avant pour la résoudre. Dans ses travaux, Varela dans les travaux sur l'inaction, en fait, Varela, il va soutenir que les problèmes qu'une personne rencontre et résout proviennent du sens qu'elle donne au monde dans lequel elle vit, et donc qu'il n'y a pas des problèmes qui existent là dans la nature à attendre qu'une personne aille les cueillir,
les prennent pour les résoudre. Finalement, les problèmes sont dépendants des personnes qui les posent. Donc, les problèmes vont émerger des interactions entre l'individu et l'environnement. Donc, en classe, Hélène Simt, elle nous invite à voir en fait la tâche mathématique comme un déclencheur, c'est-à-dire comme une invitation à poser un problème, donc à faire émerger un problème comme réponse à cette invitation-là. Donc, face à une même tâche initiale, c'est ce qui expliquerait, avec la lunette de l'inaction, que différentes personnes vont faire émerger différents types de problèmes. Par exemple, certaines personnes, face à une même tâche, vont avoir une entrée algébrique, alors que d'autres vont prioriser une entrée géométrique. Donc, elles font émerger des problèmes différents face à un déclencheur. Jérôme et Jean-François, dans leurs travaux sous cette lumière-là de l'inaction, vont inviter à concevoir cette étape-là de pose de problème, de faire émerger le problème comme un premier pas dans une démarche de résolution de problème. Et c'est ce qui va qualifier, en fait, la nature implicite de cette évolution-là. Dans cette idée-là d'évolution implicite, ce qu'il faut voir, c'est que chaque étape dans la résolution d'un problème, elle est vue comme constituant à la fois la pose d'un problème, mais aussi un pas dans la résolution de ce problème-là. Parce que tu fais émerger le problème, mais quand tu le fais émerger, tu es aussi en train de le résoudre. C'est ce qu'ils vont appeler la pause résolution de problème. Je ne veux pas entrer trop dans les détails aujourd'hui, mais juste essayer de faire comprendre l'essence de ça. Donc, l'idée pour moi, en fait, c'est de voir qu'à travers ces étapes-là de pause résolution de problème, la tâche, elle évolue implicitement à travers sa résolution. Par exemple, dans leurs travaux, ce qu'ils donnent comme exemple, c'est un participant face à la tâche résoudre x carré moins 4 égale à 5. Le participant a fait émerger dans l'ordre pour le résoudre un problème de système d'équation graphique dans lequel il a comparé les fonctions y égale à x carré moins 4 et y égale à 5. Ensuite, comme deuxième étape, il a fait émerger un problème de distance et de translation pour aller superposer. Et ensuite, il a fait émerger un problème de recherche de l'image de 9 de la fonction y égale à x carré. Si on prenait un autre participant qui est après la première étape qui arriverait face à cette nouvelle tâche-là, par exemple, il ne ferait peut-être pas le même choix que l'autre en termes de deuxième étape. Donc, l'idée, c'est surtout de voir qu'à chaque étape, on fait émerger un problème. Puis cette émergence de problème-là contribue à la résolution du problème. C'est vraiment l'idée qu'il y a derrière la pause résolution de problème. Donc, pour revenir au schéma, on va aller regarder l'évolution. Je vais aller étudier l'évolution qui est implicite, donc à travers les étapes de pause résolution de problème qui vont être mises en avant par la collectivité en classe pour résoudre le problème, et une évolution qui va être explicite, que j'ai nommée explicite en fait parce que c'est vraiment des endroits où est-ce que la tâche initiale elle va évoluer en bifurquant, c'est-à-dire en donnant naissance à des nouvelles tâches mathématiques. Je vais reprendre mon souffle. Dans cette évolution explicite-là, on distingue deux branches. Une évolution que j'ai qualifiée de naturelle, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle tâche mathématique qui va émerger de façon contingente à l'activité qui est déployée. C'est en fait une sous-tâche de la tâche initiale qui se développe à travers l'activité. Et les travaux, en fait, m'amènent aussi à considérer une évolution explicite intentionnelle, dans le sens où la collectivité, par exemple, essaierait de formuler une extension à la tâche initiale, donc d'essaierait de la prolonger, qu'est-ce qui pourrait devenir une nouvelle tâche à résoudre à la suite de la première, mais qui est quand même une évolution de la première parce qu'elle part de la première. Combien de temps il me reste, David? Je m'excuse, j'ai vraiment oublié de partir mon temps. Je ne sais pas si je vais Il reste environ 7 minutes. 7 minutes, OK. Donc, c'est les trois pôles, en fait, que je m'intéresse quand je m'intéresse à l'évolution de la tâche. Donc, je vais aller regarder la nature de cette évolution-là. Donc là, je vous en ai parlé de chacune d'elles, mais pour donner des exemples d'événements qui pourraient se produire en classe, par exemple, dans une tâche, dans une évolution implicite, on irait voir les différentes stratégies pour résoudre la tâche. Un commentaire sur une stratégie va être fait, ce qui va faire émerger une nouvelle piste de solution. Une question qui est posée pour mieux comprendre une stratégie. Un contre-exemple va être donné, par exemple, en lien avec une solution proposée.
Une évolution que je vais qualifier d'explicite naturelle, c'est vraiment l'idée de sous-tâches qui émergent. Donc, en cours d'activité, par exemple, une erreur émerge en classe. Celle-ci fait bifurquer la tâche initiale en entraînant une nouvelle sous-tâche sur laquelle se pencher. Donc, pour ceux qui étaient là dans la présentation de Charlotte ce matin, ça fait un peu écho à l'exemple qu'elle a présenté. Ou par exemple, une conjecture est formulée, puis ça donne naissance aussi à une autre tâche sur laquelle la collectivité va se pencher. Et pour les explicites intentionnels, on peut penser par exemple aux heuristiques là, de Polya avec le looking back, où est-ce qu'on va appliquer dans le fond ces heuristiques-là pour chercher des nouvelles tâches mathématiques de façon intentionnelle à résoudre. Je vous donne un exemple, l'exemple de la tâche des notes de musique. Ceux qui étaient à la présentation de Jérôme l'ont croisé hier. L'idée, c'est d'avoir un exemple à partir d'un autre regard, en fait, sur cette tâche-là. La tâche est la suivante, pour ceux qui n'étaient pas là. Quelle fraction est représentée par ce dessin? Alors là, je vais vous montrer en fait l'évolution de la tâche. Je reprends une analogie qui est dans l'art de la connaissance là, de Maturana et Varela, où est-ce qu'ils partent d'un schéma de gouttes d'eau qui tombent sur la montagne pour expliquer l'évolution. Donc, je reprends un peu cette analogie-là pour parler de l'évolution de la tâche. Donc, je vais, sans donner le déroulement en entier, je vais vous présenter quelques bouts pour qu'on voit un peu cette évolution-là. Donc, face à cette tâche-là, il y a 3 dixièmes qui ont été proposés avec l'explication que 3 notes sur 10 ont été encerclées. Et donc, la collectivité va approuver. Plusieurs élèves mentionnent même avoir trouvé la même réponse. Alors là, quand on questionne à savoir est-ce qu'il y a d'autres réponses possibles, il va y avoir un tiers qui est proposé comme solution. Puis, il est expliqué à partir de ce un tiers-là qu'il y avait une note de musique qui avait mal été comptée, donc ça faisait 9 au lieu de 10. Et là, ça lui donnait 3 neuvièmes qu'elle expliquait en un tiers en disant qu'il y a 3 notes de musique par paquet et il y a un paquet sur 3. Et elle allait expliquer aussi le 3 neuvième directement. Ça ici, ça l'a mené en fait à une première sous-tâche mathématique qui est en fait d'expliquer, qui est en fait quelle fraction est représentée par ce nouveau dessin-là finalement parce que l'erreur, elle n'a pas été ignorée, elle a été investiguée. Et là, ça l'a permis à l'élève d'expliquer un peu plus largement ce qu'elle entendait par sa réponse. Ça ici, je l'ai mis en vert par rapport au bleu parce que ça l'a donné le ton un peu au reste de la séance. Parce que comme cette réponse-là a été donnée, ensuite, il y a un 6/20e qui a été proposé. Et là, en demandant des explications sur cette réponse-là, on a expliqué que 3 dixièmes, dans le fond, c'était égal à 6/20e en doublant les numérateurs et dénominateurs, pardon. Alors là, ça l'a mené à une nouvelle sous-tâche mathématique qui a émergé, à savoir comment ce 6/20e-là pouvait être représenté dans le dessin. La collectivité s'est mise à s'interroger sur le lien entre la réponse et le dessin. Et là, en tentant d'expliquer, il y a l'idée de fraction équivalente qui est née, mais on n'arrivait pas à une explication qui était... L'élève qui donnait l'explication, elle était comme un peu incomplète, puis tout ça, ce qui a amené la nouvelle sous-tâche d'expliquer qu'est-ce que sont des fractions équivalentes directement, qui est la sous-tâche 3. Par rapport à cette tâche-là, il y a une explication qui est proposée ensuite à partir d'un dessin d'une palette de chocolat là, qui va illustrer 2 dixièmes et 1/5e, parce que là, il y a des exemples de fractions équivalentes avec un autre mode de représentation qui est proposé. Il reste 2 minutes. Parfait, merci. Je vais continuer de toute façon. C'était plus dans l'idée de vous présenter un petit peu le chemin. Donc là, ce qu'on voit, les branches, si on veut, représentent l'évolution implicite de la tâche, toutes les étapes de pose-résolution de problèmes qui ont été mises en avant par la collectivité à travers la résolution. Et les petits nœuds représentent les sous-tâches. Dans celle-ci, il n'y a pas d'évolution explicite, mais plus... je veux dire intentionnelle, mais les sous-tâches sont des évolutions explicites naturelles. Donc, tous les petits nœuds, c'est ça que c'est finalement. Donc, je n'avais pas dans l'intention de vous les présenter une à une, mais juste de vous faire le chemin.
Donc, ici, c'est un peu ce qui s'est passé à travers la séance. Donc, les sous-tâches qui sont nées, c'est en enlevant une des notes de musique, quelle est la fraction représentée par le dessin? Comment qu'on peut voir 6/20 dans le dessin? C'est quoi une fraction équivalente? Qu'est-ce que 100 sur 100? Est-ce que 100 sur 200, c'est équivalent à une demi? Est-ce que 3/7, c'est équivalent à une demi? Est-ce que 7, ça peut se diviser en 2? Est-ce que de doubler et de diviser en 2 puis mettre des fractions, ça fonctionne toujours pour trouver des fractions équivalentes à une demi? Est-ce qu'on peut multiplier par le même nombre au numérateur ou au dénominateur pour avoir une fraction équivalente? Est-ce qu'on peut représenter 3/20 dans un dessin de 3/10? Etc. Et là, on voit en fait dans l'évolution de la tâche que certaines sous-tâches ont donné lieu à une activité mathématique soutenue en fait avec plusieurs autres branches d'évolution implicite. Un autre exemple très rapidement, puis je vais conclure avec ça, juste vous montrer un peu le schéma. C'est une tâche d'estimation en 5e année où les élèves devaient estimer 152 498 plus 608 947, qui a donné lieu à toute cette activité mathématique-là à travers laquelle excusez, ça a comme déplacé mon truc, je ne vois même pas la première question. Donc, est-ce que les deux réponses peuvent être bonnes? Est-ce que l'estimation est plus près de 750 000 ou de 800 000? Est-ce que c'est plus près de 775 000 ou 800 000? Donc là, des sous-estimations à l'intérieur de. Est-ce que ça peut être plus grand que 800 000? Quelle est la réponse exacte? Et aussi, que peut signifier dans ce contexte l'addition de 15 plus 13 plus 13, qui était comme une exploration d'une explication donnée par la collectivité. Donc, il y a un jeu important qui était né dans celle-ci entre les sous-tâches 6 et 7. Là. Il y avait une alternance qui revenait où on voit aussi que ces sous-tâches-là ont donné lieu à une activité de pause-résolution de problèmes qui était quand même soutenue, donc qui a permis de faire évoluer la tâche. Donc, c'est un peu le côté que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, dans ma thèse doctorale, je m'intéresse à l'étude de l'évolution d'une tâche mathématique. Je mets simple entre parenthèses parce que mon cadre pourrait s'appliquer à d'autres types de tâches, mais je m'intéresse vraiment aux tâches simples dans le cadre de ma thèse doctorale. Ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est le regard sur la nature de cette évolution-là, mais il y a aussi un autre côté qui va être analysé à partir des pratiques de mathématisation déployées en classe pour résoudre la tâche proposée. Donc, quelle pratique de mathématisation permet à la tâche d'évoluer en classe à travers son exploitation? Je vous remercie.